Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures à la une de ce mardi. Sous la présidence du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh a présidé la 11e session du Conseil de ministres. Dans l'actualité internationale, les finances de la Banque africaine de développement sont solides selon son président. Sous la présidence d'Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement, a eu lieu aujourd'hui, mardi 18 juin, la 11e session du Conseil de ministres. La première question est relative à un projet de loi portant sur la modification des dispositifs de l'article 435 du Code civil de 12 avril et permettra l'adoption d'enfants abandonnés par des personnes veuves ou célibataires. De Code civil évoluera en fonction des besoins réels de la société. Suivant les 4 premières questions de cette 11e session du Conseil de ministres. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 11e séance du Conseil des ministres en ce mardi 18 juin 2019. Étaient inscrites à l'ordre du jour 6 questions. Première question est relative à un projet de loi portant modification de l'article 435 de la loi numéro 3 en 2018 de la 8e législature du 12 avril 2018 portant Code civil. Les modifications des dispositions de l'article 435 du Code civil du 12 avril 2018 permettra l'adoption d'enfants abandonnés par des personnes veuves ou célibataires âgées de 28 ans. La disposition amendée excluait auparavant cette possibilité et n'accordait ce droit d'adoption d'enfants abandonnés qu'aux couples mariés depuis 5 ans et non séparés de corps. Cette adoption se fera sous le contrôle d'un juge conformément à la procédure habituelle. Le Code civil évoluera en fonction des besoins réels de la société dans les années à venir. La deuxième question concerne un projet de décret portant agrément à l'exercice de la profession d'avocat de 5 concitoyens djiboutiens. Il s'agit de M. Waïs Abdourahman Hassan, de M. Sadiq Ali Ismail, de M. Ibrahim Elmi Idriss, de M. Ali Aref Mohamed et de M. Thomas Kern Ahmed Ibrahim. Ces candidats remplissent les conditions exigées par la loi numéro 236 de l'an 1987 de la première législature, du 25 janvier 1987, pour être agréés donc à l'exercice de la profession d'avocat. La troisième question est relative à un projet de décret portant approbation du schéma directeur de développement et de la promotion du tourisme dans notre pays pour la période 2019-2024. Le tourisme aujourd'hui à Djibouti est de taille modeste et peu structuré, autant au niveau des opérateurs que des services et des attractions touristiques. Ce schéma directeur du développement et de la promotion du tourisme dans notre pays trace les grandes lignes de cette stratégie de développement sur la base de l'analyse de la dynamique des arrivées de touristes internationaux et de l'étude de la structuration de la qualité de l'offre de produits et de services touristiques. Ce schéma directeur s'accompagne de propositions d'actions budgétisées visant non seulement le développement d'un tourisme durable, mais surtout un développement durable des territoires dans le contexte d'une croissance du tourisme. 4 axes représentent le socle de ce schéma directeur. Premier axe est relatif à l'accompagnement du développement du tourisme durable. Le deuxième axe repose sur la planification et la valorisation des principes des sites touristiques. Troisième axe est relatif à la structuration de l'offre des produits touristiques. Et le quatrième axe concerne le développement des ressources humaines. Question concerne un projet de décret portant mise en place d'un Conseil national du tourisme durable. Le tourisme occupe une place éminente dans la vision du Djibouti 2035 et son rôle vecteur et des créations d'emplois, de croissance économique et de développement est aujourd'hui incontestable. Suivant la dernière de ces séances du Conseil des ministres, le compte rendu nous fait par le porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf. La question concerne un projet de décret portant mise en place d'un Conseil national du tourisme durable. Comme le tourisme occupe une place éminente dans la vision
de Djibouti émergent 2035 et son rôle comme vecteur de création d'emplois, de croissance économique et de développement, il est aujourd'hui incontestable que le tourisme reste donc un secteur porteur. Le Conseil national du tourisme durable donc est un organe consultatif mixte consolidant le partenariat public-privé et a pour ambition de développer une synergie entre les actions de l'État et ceux du secteur privé en vue de promouvoir le développement d'un tourisme durable dans un cadre légal respectueux de l'environnement et profitable aux populations locales ainsi que tout en étant bénéfique à l'économie nationale. La cinquième question est relative à un projet d'arrêté portant distraction et incorporation d'une parcelle de terrain. Cette parcelle de terrain, attribuée en compensation à l'homme d'affaires M. Mohamed Hussein Al-Amoudi, est de 52 562 mètres carrés. Elle est déduite d'un terrain appartenant à la Djibouti International Trade Free Zone. La sixième question est relative à un projet de décret portant nomination d'un directeur général de l'Institut national de la statistique de Djibouti, M. Idriss Ali Sultan, administrateur civil de classe exceptionnelle du corps de l'administration générale, précédemment directeur de la direction de la statistique et des études démographiques, est nommé directeur général de l'Institut national de la statistique de Djibouti. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui en fin de matinée la ministre kenyane des Affaires étrangères, Mme Monica Juma, par ailleurs porteuse d'un message de son président, Uhuru Kenyatta. Plusieurs sujets ont été évoqués au cours de cette rencontre. Les questions liées à la sécurité et à la stabilité de la région ont constitué les premiers volets de ces discussions. Les entretiens ont ensuite porté sur le récent différend qui oppose la Somalie et le Kenya, deux nations de la sous-région avec lesquelles la République de Djibouti entretient de relations privilégiées. À noter aussi que la question de la candidature de Djibouti et du Kenya au poste de représentant non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies a été longuement abordée. Sur ce dernier point, il y a eu lieu de rappeler que notre pays et le Kenya entretiennent depuis quelque temps de discussions régulières afin que l'un de deux se désiste au profit de l'autre pour être, pour 2 ans, le représentant de l'Afrique de l'Est au sein du Conseil non permanent de sécurité des Nations Unies. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Mahmoud Ali Youssouf, a pris part à cette audience. Justement, pour en savoir plus, nous avons interviewé après ces rencontres le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, qui nous a donné un peu plus de précision de la visite de son collègue kenyan. Le public a reçu ce matin la ministre des Affaires étrangères du Kenya, Mme Monica Juma. Elle était porteuse d'un message du président Kenyatta adressé au président Guelleh. Les questions relatives à la sécurité dans la région ont été évoquées. Les relations un petit peu tendues qui existent actuellement entre la Somalie et le Kenya ont fait l'objet également d'un entretien et de discussions. Bien entendu, la troisième question importante qui a été évoquée est celle de la candidature des 2 pays au Conseil de sécurité des Nations Unies à un poste non permanent. Et donc, comme vous le savez, Djibouti est candidate pour la période 2021-2022. Le Kenya aussi. Et il n'y a qu'un seul poste à pourvoir. Donc nous sommes en train de discuter toujours avec le gouvernement kenyan pour qu'on puisse trouver une solution afin qu'un des 2 pays puisse être, je dirais, soutenu par l'Union africaine. Je pense que nous sommes en train de continuer nos discussions, mais la question n'a pas encore été tranchée. Et donc voilà un petit peu l'objet de la visite de Mme Juma à Djibouti. Et je compte également me rendre au Kenya pour justement continuer nos discussions sur ces 3 points qui sont importants pour la région. Juste après cette audience accordée à la ministre des Affaires étrangères kenyane, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu également aujourd'hui au palais présidentiel le nouveau représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Est, M. Parfait Ononga Aniyonunga. Au cours de cette audience, qui compte pour la première du genre pour M. Ononga Aniyonunga depuis mars 2019, où il est nommé à ses nouvelles fonctions. Les entretiens ont servi
a passé en revue les principales problématiques à l'ordre du jour dans la région de l'Afrique de l'Est. La situation en Somalie et au Soudan du Sud, deux pays en proie à une situation sécuritaire délicate depuis plusieurs années, a été évoquée. Le Soudan, théâtre également d'une importante crise politique depuis plus de 2 mois, a aussi été abordé. Le ministre djiboutien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, a pris part à cette rencontre. Cette audience avec le président Guelleh, un des principaux dirigeants de la région, m'a permis de mieux cerner le défi à l'ordre dans cette partie du monde, a dit au micro de notre collègue Hidaya Mohamed, M. Parfait Omunga, à l'issue de ses entretiens avec le chef de l'État. Première visite dans un pays de la sous-région depuis ma prise de fonction, et j'étais très honoré d'avoir l'opportunité de rencontrer Monsieur le Président de la République, de bénéficier de ses conseils, de sa connaissance d'une région dans laquelle il est l'un des leaders principaux. Et donc, c'était pour moi une occasion importante de démarrer cette mission qui m'a été confiée par le secrétaire général. Déclaration faite lui aussi aux médias, le chef de la diplomatie djiboutienne a indiqué que le nouveau représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Est a reçu auprès du président de la République les garanties qu'il trouverait toujours auprès du gouvernement et du peuple du Djibouti tout le concours nécessaire à la réussite de sa mission. Monsieur le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Est, c'est un nouveau poste qui a été créé par le secrétaire général des Nations Unies. Compte tenu de l'importance de cette région, tous les enjeux et les défis auxquels la région est confrontée. C'est un diplomate chevronné qui a été choisi. Le président de la République l'a accueilli et l'a assuré du soutien de la République de Djibouti aux efforts qu'il sera amené à mener dans cette région qui a réellement besoin d'une attention de la communauté internationale. Nous étions dans la région en prise à la crise du Sud-Soudan, de la Somalie, et maintenant nous avons également à gérer la crise au Soudan. Je crois qu'il y a beaucoup d'événements qui se déroulent dans cette région du monde. Nationale également, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, a procédé cet après-midi à une cérémonie de signature de convention d'appui à la politique d'intégration des écoles de réfugiés dans le système national de l'éducation entre l'UNICEF et UNCHR. La cérémonie de signature s'est déroulée au cabinet du MENFOP en présence du secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahyoub, et le représentant de l'UNICEF, l'UNCHR et de l'Union européenne, ainsi que de hauts cadres des agences onisiennes et des organisations internationales. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, a exprimé ses vivements remerciements de l'Union européenne pour cet appui constant et l'engagement pris à travers cette convention visant à renforcer la capacité des enfants réfugiés vivant dans notre pays. Moustapha Mohamed Mahamoud a rappelé le montant de ces projets à améliorer des conditions du travail des enseignants, mais aussi les enfants de réfugiés en matière des outils didactiques et pédagogiques. Ce sont nos enfants. Ils ont le droit élémentaire, a-t-il conclu. Pour sa part, le représentant de l'Union européenne a rappelé que ce projet important avec le montant de 500 000 € qui intègre dans le système de réfugiés durant 3 ans. Il n'a pas manqué à féliciter notre pays pour le développement du système scolaire national. Il a également félicité le ministre pour son engagement personnel en faveur de l'éducation des enfants de réfugiés et pour toutes les réformes engagées. Les 3 parties ont enfin paraphé le document de la Convention d'appui à la politique d'intégration des écoles de réfugiés dans le système national de l'éducation. Le ministre de la Santé, Mohamed Warsama Diri, a reçu hier dans son cabinet une délégation composée de la coordinatrice du système des Nations Unies, Barbara Mansi, et de représentants de l'OMS à Djibouti, Dr Ahmed Soueten. La réunion s'est déroulée en présence du secrétaire général de la Santé, Dr Salah Benoïta Tourab, et de plusieurs hauts cadres du département de la Santé. L'entretien a essentiellement porté sur les lignes directrices du plan de collaboration entre le ministère de la Santé et les systèmes des Nations Unies, notamment en matière de lutte contre le paludisme et généralement sur la modernisation des infrastructures sanitaires. Les 2 parties ont aussi examiné de nouvelles pistes de collaboration visant à renforcer le partenariat multilatéral avec l'élargissement du rayon d'action
et domaines d'intervention. Les deux représentants du système des Nations Unies ont réitéré leur soutien et leur disponibilité à accompagner le département de la santé dans la mise en œuvre de la politique sanitaire du pays inscrite dans la nouvelle feuille de route présidentielle. Ainsi, le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Derya, a donc remercié ses interlocuteurs pour leurs engagements prompts à apporter un appui considérable et indispensable au renforcement du système de santé djiboutien. Une délégation conduite par la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Ahmed Hassan, s'est rendue à Koweït le samedi dernier pour une visite de travail de 3 jours. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'élargir le partenariat des pays arabes. Elle a pour objectif de s'imprégner de l'expérience koweïtienne dans les domaines de la femme et de l'enfant et enfin un signe dans un mémorandum d'entente entre les deux ministères. La ministre de la Femme et de la Famille, accompagné par l'ambassadeur de Djibouti au Koweït, Mohamed Moumin, a été accueilli dimanche par son Saïd Ibrahim Al-Margaz, ministre des Affaires sociales du Koweït. Leur discussion portait principalement sur les voies et moyens de renforcer le partenariat entre deux départements ministériels. Le ministre des Affaires sociales a organisé en l'honneur de Madame la ministre de la Femme et de la Famille, Madame Moumina Ahmed, un déjeuner. En outre, le responsable du ministère et l'ambassadeur de Djibouti au Koweït ont été ainsi invités à ces repas. Ensuite, la ministre avec ses équipes ont effectué des visites auprès des différentes institutions koweïtiennes intervenant dans le domaine de la femme, de la famille et de l'enfant. La visite a commencé par le centre de protection des enfants orphelins. L'intervalle de l'âge des garçons était de la naissance à 14 ans et pour les filles jusqu'à 12 ans. Ensuite, ces orphelins sont transférés vers d'autres centres. À son arrivée, la ministre a été accueillie par Dr Jassim Al-Qadari, directeur du centre, et son équipe, et sans oublier les enfants du centre. Les responsables du centre ont présenté les actions menées dans ce centre. Puis la délégation présidée par la ministre s'est rendue aux chambres des enfants à la fin de la visite. Il y a eu le partage de cadeaux préparés en l'honneur de Madame la ministre. Cette rencontre fructueuse était clôturée d'une part par la signature de la ministre sur les cahiers d'or du centre et de part par des échanges de cadeaux. Le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, M. Radouane Abdullahi Bardan, est actuellement en déplacement en Tunisie pour participer au Salon international des technologies d'information et de la communication STIC 2019. Le STIC Africa 2019 a ouvert ses portes ce matin et se poursuivra jusqu'au 21 juin dans la capitale tunisienne. Le ministre est à la tête d'une forte délégation comprenant le chargé de mission auprès du président de la République, M. Alexis Mohamed, le directeur de développement de TIC au ministère de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, Faisal Khairé Shirdan, et le conseiller technique du directeur général de Djibouti Telecom, Khalil Naguib Ahmed. En marge de cet événement, le ministre a rencontré son homologue tunisien, le ministre TIC et de la Communication. Cette rencontre tripartite, je vous disais, portait sur le renforcement des relations de coopération nord-sud-sud en matière de numérique. À noter que le STIC Africa 2019 réunit plus de 200 décideurs publics et privés africains de l'Afrique francophone. C'est aussi une véritable plateforme internationale de business dans le numérique qui donne l'opportunité de connaître l'offre tunisienne, africaine et occidentale en matière de TIC. La journée d'aujourd'hui fut une journée marathon. En effet, dès le premier lueur du soleil, le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée Zakaria Cher Ibrahim, à bord de l'hélicoptère MiG-17, a effectué une visite d'inspection et de contrôle inopiné de 3 localités, à savoir Doudaya, sous la responsabilité du régime interarmé de Dekil Riyad, et de Balho et Adelou, sous le commandement de Tadjoura Riyad. Dans son déplacement, le général Semka était accompagné du général de brigade Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense, du colonel Mohamed Ilmi Habane, chef de la division des opérations, du colonel Wihib Moussa Khalilé, commandant de l'armée de l'air, et du colonel Moussa Mohamed Moussa, directeur général de l'administration et des finances. À la descente de l'hélicoptère, le général Zakaria Cher Ibrahim était reçu par le commandant d'unité responsable de chaque localité. L'objectif principal de cette visite d'inspection et de contrôle inopiné était de s'acquérir de la situation sécuritaire réelle de la zone, de sensibiliser les militaires sur la sécurité de leur région à l'approche de la fête de l'indépendance et des conditions de vie des soldats.
La première étape de la visite inopinée a été le camp de Douda, où le chef d'état-major général des armées a immédiatement entrepris une visite guidée du camp de ces deux localités, puis reçu un compte rendu de la situation sécuritaire. L'inspection inopinée depuis 12 jours pour une visite guidée du camp par le commandement d'unités respectives, suivie d'un contrôle des moyens mis à sa disposition pour effectuer dans les meilleures conditions de missions dévouées. Ces missions régaliennes diverses et variées s'étalent de la surveillance du territoire pour décerner tout mouvement ou pénétration de l'ennemi, de la défense intégrale du territoire ainsi que de l'assistance apportée à la population locale. Puis le chef d'état-major général des armées s'est entretenu avec le commandant d'unité pour savoir le défi auquel il fait face, écouter les doléances et apporter des solutions immédiatement pour les urgences. Ainsi, après un compte rendu général de la région, le chef d'état-major général des armées a expliqué l'objectif de sa visite d'inspection inopinée. En effet, en raison des festivités du 42e anniversaire de l'indépendance du pays, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a exhorté chaque militaire à rehausser l'état de vigilance et de renforcer la sécurité de la région afin de contrecarrer toute action malsaine et destructrice des malfaiteurs ou de l'ennemi. Après Doudia, ce fut au tour de la localité de Balho de recevoir la délégation de haut commandement militaire conduite par le chef d'état-major général des armées. Là aussi, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a été accueilli par le commandant d'unité, puis entrepris une visite guidée du camp militaire. À chaque étape de sa tournée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a reçu un compte rendu de la situation sécuritaire. La dernière étape de la visite inopinée du général Zakaria était de la localité de Balho. Pour chaque localité, le général Zakaria n'a pas manqué de sensibiliser le militaire en renforcement de la sécurité. La première réunion du comité technique chargé de la mise en place du registre national des personnes physiques a eu lieu ce matin sous la présidence du secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah Kamil. Ces séances ont réuni nombreux de secrétaires généraux et directeurs de départements ministériels, membres du comité technique, Madame le maire de la capitale ainsi que le chef d'état-major de la police nationale étaient également présents. Outre la mairie et la police nationale, d'autres institutions tels que le ministère des Affaires sociales, la direction de la population, l'exécutif budgétaire, le MENFOP, l'ANIFIP, la CNSS ou encore l'ANSI et Djibouti Telecom étaient tous représentés. En inaugurant la réunion, le président de séance, Naguib Abdallah Mohamed Kamil, n'a pas manqué de souligner que l'objectif principal de ce comité était d'améliorer l'efficacité opérationnelle de l'administration nationale en mettant en place une infrastructure sécurisée d'identification de la population, notamment dans le processus de lutte contre la pauvreté ou encore la couverture santé pour tous. Le secrétaire général de la primature, dans son allocution, a surtout mis en exergue la mission principale du comité qu'il préside, précisant qu'il s'agit avant tout de poursuivre le chantier de la modernisation et de la réforme des services publics à l'heure numérique. Il a aussi rappelé que le comité interministériel de ces projets est présidé par le Premier ministre qui appuie, a-t-il dit, les travaux de ce comité. Celui-ci doit ainsi formuler rapidement des recommandations techniques destinées à élaborer au final un plan d'harmonisation des services publics à des fins d'utilisation généralisée du numéro national d'identification. Cet identifiant unique permettra à terme une meilleure gestion et suivi des données individuelles de la population au travers d'un registre national des personnes physiques. Les membres du comité se sont mis d'accord sur la tenue de réunions régulières afin de faire progresser ces processus importants qui représentent une des priorités majeures du gouvernement. En marge de cette réunion, nous avons pu interroger M. Ibrahim Younis Omar. On s'est réunis ici à la primature pour la première réunion du comité technique du système national d'identification et d'identification biométrique. Et la mission de ce comité, c'est de réfléchir sur comment ce système va être mis en place techniquement. Donc quand on parle technique, c'est tout ce qui est fonctionnel métier, c'est toutes les exigences que l'administration publique pour que ce système puisse prendre en considération leur manière de faire le travail qu'il offre aux citoyens djiboutiens. C'est aussi, ces comités doivent aussi réfléchir sur le cadre légal
qu'il faut mettre en place pour que ces projets puissent être réussis. Et si je me permets de rappeler un peu le projet du système national d'identification et d'authentification biométrique, c'est un projet qui a deux aspects. C'est que le sexe des personnes. Donc l'idée c'est pour avoir une unicité d'une personne, c'est de coupler cette identité civile à une identité biologique qui, elle, peu importe si la personne change de nom, est toujours figée et qui est l'empreinte digitale ou les scanners iris des yeux. Suite à l'ordre de mission du ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Ismaël Mohamed Roblé, un contrôle conjoint rassemblant les principales institutions du marché du travail entreprises aujourd'hui dans les sociétés localisées dans la région d'Ali Sebieh. Ce contrôle conjoint s'inscrit dans l'objectif qui consiste dans le travail décent et la croissance économique des objectifs de développement durable. À ce titre, le contrôle est par excellence l'instrument qui vise à garantir l'effectivité de l'application correcte des normes du travail pour s'asseoir le travail décent conformément au Code du travail du Djibouti. Par ailleurs, l'objectif de ce contrôle consiste à sensibiliser les sociétés, rassurer l'ensemble des travailleurs de la région sur l'existence de dispositifs régaliens de l'État pour assurer le respect de la législation du travail sur toute l'étendue du territoire national. À travers cette campagne de contrôle dirigée par l'inspecteur général du travail, M. Abdi Farah Idli, une des missions du ministère du Travail est aussi d'asseoir la promotion de bonnes pratiques de relations professionnelles saines, encourageant le cadre du travail décent, créer et pérenniser une culture de climat stable et saine dans tout ce qui se rapporte à la relation de travail. En tout lieu où s'exécute une relation de travail proprement dit, les institutions de l'administration du travail, en particulier l'inspection générale du travail, seront toujours présentées pour relever tout écart ou manquement par rapport aux dispositions textuelles relatives aux conditions du travail et préconiser également des mesures correctives. Cette coordination des institutions du marché du travail témoigne de la volonté du gouvernement en matière de renforcement des institutions du marché du travail ainsi qu'au renforcement de la gouvernance du marché du travail et celle de la régularisation de la relation du travail. L'inspecteur général du travail, Abdi Farah Idli, a précisé qu'une des missions du ministère du Travail est de veiller au respect du Code du travail. Écoutons ses propos. Pour lancer une opération de contrôle sur les sociétés citées à Ali Sebieh, suite à l'ordre de mission de son Excellence, Monsieur le ministre du Travail, qui nous a ordonné. Ce contrôle a pour objectif d'une part de sensibiliser les sociétés pour mieux respecter les dispositions textuelles, mais il a aussi pour mission de garantir la protection des travailleurs djiboutiens où qu'ils soient. Donc nous sommes là pour défendre le droit des travailleurs djiboutiens, mais également à sensibiliser les chefs d'entreprise afin de mieux respecter les dispositions textuelles. Dans la journée d'hier, une importante délégation japonaise s'est rendue par la voie maritime à Hayu, chef-lieu de la région d'Obok, afin de s'enquérir de la situation de développement régional. Cette délégation, composée du maire de Hanyu, ville située à l'heure de Tokyo, du président du Business Friendship Association Djibouti-Japon et des investisseurs, notamment du président de Osawa, Kayu, et celui de Riga, fut accompagné par notre ambassadeur au pays de Soleil Levant, Ahmed Arita. À son arrivée à Obok, après une visite de courtoisie chez le préfet Hassan Dabalé, la mission a été reçue par le président du conseil régional, M. Mohamed Hamad Ismail, en compagnie des élus au sein de leur siège. Au cours de cette rencontre, le président du conseil régional, après le mot de bienvenue, n'a pas manqué de remercier le secrétaire d'État chargé de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, et la délégation japonaise. Ce fut également l'occasion aux élus d'Obok de présenter le plan de développement de la région, mettant en réserve que la situation géostratégique de Hayu, le secteur prioritaire ainsi que les potentialités, notamment halieutiques et touristiques. De leur côté, monsieur le maire de Hanyu et ses accompagnateurs n'ont pas caché leur satisfaction de visiter et découvrir Obok. Le maire de Hanyu souhaite approfondir les échanges entre Hayu et Hanyu par le biais d'une coopération décentralisée, culturelle, éducative, halieutique et touristique.
Dans notre page nécrologique, nous avons appris avec la plus grande tristesse la mort survenue feu Mahmoud Abdullahi Issa dit Sengoub. Le défunt s'est éteint aujourd'hui vers 11h à Addis Abeba, capitale éthiopienne. Le défunt était un artiste chevronné de toutes les générations. Il est né en 1942 à Dagahbour, région somalie de l'Éthiopie. Le défunt avait débuté son carrière d'artiste, producteur et humoriste en 1961 en Éthiopie. Il était entre autres l'auteur parmi dans le chant et le théâtre le plus célèbre de la région. Au cours de sa visite, le défunt Mahmoud Abdullahi Issa Sengoub a vécu à Djibouti, d'où il vivait depuis 2006, après avoir vécu aux États-Unis d'Amérique avant de partir en Éthiopie. Le ministre des Affaires musulmanes de Bienwarf, Momin Hassan Baré, adresse ses sincères condoléances à la famille du défunt. Il laisse derrière lui une famille composée de 2 femmes, 25 enfants et plus de 60 petits-enfants. Nous implorons le Tout-Puissant de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans l'actualité internationale, le président de la Banque africaine de développement BAD a souligné lors de la cérémonie de clôture des assemblées annuelles de la Banque à Malabo, en Guinée équatoriale, la bonne santé financière de l'institution qu'il dirige. Il a par ailleurs indiqué que les actionnaires de la banque ont été impressionnés par le travail accompli dans le cadre de l'intégration régionale sur le continent. Il avait été élu à la tête de la Banque africaine de développement le 28 mai 2015 pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.